Alors, la prochaine présentation qui va nous être faite, donc, est celle de Myriam Finney-Neuschild. Est-ce que tu me dis si je prononce vraiment pas bien? Finney-Neuschild. Finney-Neuschild, pardon. Alors, voilà, c'est rétabli. Donc, Myriam a complété un doctorat individualisé en physique et communication à l'Université de Montréal. À travers ses recherches et son implication sociale, elle vise à rendre plus inclusifs les milieux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STIM. En tant que chercheuse postdoctorale maintenant à l'Université Concordia, elle étudie les compréhensions, les expériences et les approches des scientifiques aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion. Sa présentation d'aujourd'hui, à moins qu'elle ait changé de titre, s'intitule « La dualité ethnographique physicienne et ses enjeux d'interdisciplinarité ». Écoutez, moi, c'est la première conférence que je donne en présentiel depuis 2 ans. J'ai fait ma soutenance de thèse à distance. J'avais un séminaire en janvier qui aurait pu se faire en présentiel, qui s'est fait à distance. Donc, je suis un peu excitée, nerveuse. Vous voyez que tout ne réussit pas. Ça aurait été plus rapide de m'installer à distance, mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être là. Pendant qu'on finalise les façons de mettre la présentation, tu peux dire un chemin ou tu me surveilles. Comment? Soit tu réduis ou tu me surveilles. Alors, je vous inviterai à regarder ici ce côté de l'image parce que je vais en parler plus tard. Tu vas pouvoir t'installer ici pour changer les diapositives. D'accord, bien. Sécuritaire. Parfait. Donc, merci d'être là à ma présentation, la dualité ethnographe physicienne et ses enjeux d'interdisciplinarité. Donc, comme je vous disais, on a une belle image ici avec beaucoup de couleurs qui essaie de conscrire quelque chose qui est ici dans le triangle langue gamma. Je vais en parler plus tard, mais je voulais quand même que vous gardiez une image mentale de ces zones de couleurs un peu folles. Puis là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle me parle d'un graphique avec des couleurs, avec un objet mathématique dont on n'a pas vu? C'est en fait que je vous présente les travaux d'un doctorat individualisé en physique et communication. Pourquoi? Parce que ça me permet de répondre à des besoins ou à des objectifs de formation pluridisciplinaire lorsqu'il y a absence de programme approprié dans l'offre existante. Donc, moi, j'avais fait un baccalauréat et une maîtrise en physique des particules. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'aspect STS, là, donc comprendre les milieux scientifiques. Et donc, j'ai voulu faire un doctorat disciplinaire. Donc, j'ai eu un parcours entre les deux disciplines. Donc, un cours en physique, 3 en communication. J'ai eu un examen de synthèse et un projet de thèse qui a été évalué par un comité bidisciplinaire, donc 4 membres, 2 en physique, 2 en communication. Et ici, ça me permet aussi de remercier les nombreux organismes subventionnaires qui ont financé ma thèse, dont le CIRST, pour une bourse de fin de rédaction bien appréciée. Et puis, voilà, aujourd'hui, je vais vraiment passer vite dans la revue de la littérature, dans comment est-ce que je suis arrivée à mon sujet de thèse pour vraiment m'axer sur un aspect de ma thèse. Je pourrais faire un cours de 45 heures sur mes travaux. J'ai 15-20 minutes. Donc, je vais vous dire que ma thèse part vraiment d'un processus de moi. Donc, moi, en tant qu'étudiante à la maîtrise en physique des particules, qui essaye de faire un doctorat individualisé, qu'est-ce que je peux faire comme contribution? Puis là, j'ai eu comme des remises en question. Moi, j'étais physicienne, puis ça finissait là. Puis finalement, je me suis rendu compte que plusieurs groupes étaient minoritaires en physique. Et puis, j'ai commencé à creuser les causes, les conséquences, puis les aspects à ce qu'on appelle la sous-représentation des femmes en sciences. Et puis, j'ai aussi pris conscience qu'il y avait plusieurs formes de féminisme. Et puis, j'ai intégré dans ma thèse les notions de justice sociale, ce qui n'est pas toujours le cas en physique, en fait, très peu souvent le cas. Et puis, moi, je suis un individu. Je ne peux pas faire d'études statistiques de 200 000 personnes. Donc, où est-ce que je peux contribuer? Je vais contribuer de ma perspective, donc de ma personne, de mon positionnement particulier en tant que physicienne et puis personne qui a un regard dans la communauté. Ce qui fait que ma question de recherche ici, c'est en quoi les interactions sociales
façonne le travail identitaire et l'appartenance au milieu au regard des enjeux de diversité et d'inclusion dans un département universitaire de physique. Donc ici, comme je vous ai dit, je pars de ma personne, de mon identité. Puis moi, l'identité, c'est processuel. C'est quelque chose qui évolue, qui change, qui avec certaines expériences, peut radicalement se modifier. Et donc, c'est pour ça que j'emprunte le concept de travail identitaire à Alveson, Casa et Hall et à plusieurs autres auteurs pour vraiment regarder comment l'identité associée à l'appartenance au milieu peut se négocier dans un département de physique. Là, vous pourriez me dire, tu viens de parler de sous-représentation des femmes en sciences, puis là, tu viens de mettre diversité et inclusion dans ta question de recherche. C'est en effet, il a fallu que je fasse un détachement. Premièrement, sous-représentation des femmes en sciences, ça ne tient pas compte des personnes non-binaires. Puis femme ne doit pas être un raccourci pour la femme blanche, occidentale et privilégiée que je suis. Donc, pour moi, diversité et inclusion est beaucoup plus englobant. Elle permet aussi de tenir compte que je ne suis pas réduite à seulement une femme. Je suis, si vous voyez sur l'image précédente, j'étais parent. J'ai un nom difficilement prononçable, donc il y a un passé d'immigration, mais je suis née au Québec, j'ai un accent québécois. Donc, tout ça, c'est des identités complexes qui se superposent et dont je veux en tenir compte dans mon travail de thèse. Maintenant, j'ai fait une thèse ethnographique, donc j'ai été regarder le département de physique sous toutes les coutures. J'ai fait des analyses documentaires, des entrevues, j'ai regardé des conférences, j'ai fait énormément d'observations participantes. Ça fait un gros corpus. Et puis, ce qui est vraiment génial, et j'adore cette diapositive-là, parce que je peux en parler à différents groupes. J'ai fait plusieurs présentations. Ce n'est pas la même histoire que je raconte. Quand je parle à la communauté en physique, comme j'ai fait en janvier, je leur parle des valeurs sous-jacentes associées à la discipline. Donc, comment est-ce qu'on vénère un panthéon de la physique? Comment est-ce qu'on a imposé l'anglais comme langue des sciences? Puis ça fait des réflexions au sein des gens qui écoutent la conférence, qui se disent « Ah, mais c'est vrai que c'est comme ça. Ah oui, je n'avais pas pensé à cette valeur-là implicite. » Après ça, il y a une grosse partie diversité et d'inclusion dans ma thèse. Donc, moi, j'ai fondé un comité de diversité et d'inclusion en physique. Je l'ai étudié, et puis de manière réflexive. Et puis, ça donne des outils pour pouvoir justement voir comment le changement en termes de diversité et d'inclusion se fait dans les milieux universitaires et dans les milieux scientifiques. Donc, c'est une autre histoire que je raconte ici. Puis enfin, aujourd'hui, pour m'amuser, j'ai dit, je vais parler de quelque chose que je n'ai pas vraiment parlé dans mes autres conférences, présentations, qui est l'aspect interdisciplinaire. Donc, l'aspect un peu STS, comment est-ce qu'on concilie des positionnements épistémologiques, donc des façons de créer le savoir, parce qu'en physique et en communication, ce n'est pas du tout la même manière de construire le savoir, c'est très différent, puis ça a été un peu un choc pour moi, même quand j'ai commencé. Et donc, c'est cette histoire-là que je veux vous raconter aujourd'hui, cette histoire de comment j'ai concilié les enjeux d'interdisciplinarité. Donc, j'ai deux stratégies que je vais vous parler aujourd'hui. La conférence est très brève, donc je ne me lancerai pas dans 12 000 stratégies. Donc, la première que je vais vous parler, c'est comment vraiment, au travers de la thèse dans son entièreté, j'ai essayé de concilier physique et communication. Puis après ça, je vais vous parler comment, dans un chapitre donné, j'ai aussi fait ce maillage, ce tricotage. Donc, rédiger une thèse bidisciplinaire. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ma structure de thèse, je vous ai mis une table des matières très standard, là, introduction, revue de la littérature, cadre conceptuel, méthodologie, chapitre 1, 2, 3 des résultats, conclusion. Maintenant, mon chapitre 2, dont je vais parler aujourd'hui, est vraiment ancré dans la physique. Vous vous rappelez de cette image avec les couleurs, avec l'angle gamma? C'est de ça que je parle dans ce chapitre-là. Cadre conceptuel et méthodologie, c'est quelque chose qui est implicite en physique. On va le rentrer dans notions historiques, théorie, implications. Donc, c'est comme tout ça est un peu squeezé en physique, puis ce n'est pas vraiment aussi bien développé qu'en communication. Et c'est ça, c'est implicite. Et donc, c'est quelque chose que moi, j'ai dû maîtriser, que j'ai dû comprendre ce que c'était. Ça a été un gros apprentissage, mais c'est quelque chose qui vient un peu de ça vient de plusieurs sciences sociales. Là, je parle de communication ici. Je fais vraiment
physique-communication, mais on s'entend que c'est un peu partout aussi dans toutes les sciences sociales. Et donc, je l'ai mis en orange. Donc, on a la partie communication, la partie physique, puis comment je peux faire le pont entre les deux? Eh bien, j'ai fait des encadrés bleus. J'ai essayé d'expliquer, par exemple, dans ma cadre conceptuelle, bien, c'est quoi l'épistémologie? Parce que des physiciens n'ont jamais entendu parler d'épistémologie et sont positivistes et n'ont même pas conscience qu'il y a d'autres moyens de créer du savoir. Donc, pour cela, puis là, je caricaturise, il y en a qui ont eu ces cours-là, mais en majorité. Et donc, j'ai vulgarisé. J'ai dit, bon, bien, voici le positionnement épistémologique et méthodologie, puis voici comment, de manière vulgarisée, puis façon de le dire gentiment, puis de dire, bon, bien, voici ce qu'il vous faut pour comprendre cette section-là. Même chose du côté de mon projet en physique, bien, j'ai fait un résumé de mon projet sur la physique des maisons B pour expliquer un peu c'est quoi l'idée, pourquoi est-ce qu'on veut aller étudier une particule qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc, et après ça, j'ai une autre couleur pour tout le reste. Mais pour tout le reste, il a vraiment fallu que je vulgarise chaque phrase, chaque paragraphe, parce que, comme vous vous souvenez, mon comité est 2 personnes en physique, 2 personnes en communication. Il faut que les gens puissent tout comprendre. Et ça fait que c'est une thèse qui parle à énormément de gens, puis beaucoup de gens la lisent, puis viennent me voir pour me dire qu'ils l'ont lu, puis ça me fait vraiment plaisir. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait ce travail de vulgarisation. Et aussi, pour que ce soit intéressant tout au travers, mais j'utilise l'ethnographie qui est intéressante du point de vue de la communication, mais qui est aussi intéressante du point de vue de la physique, parce que je parle de leur département. Maintenant, comment est-ce que j'ai généré un chapitre bidisciplinaire? Donc ici, mon chapitre est séparé en 4 sections. La première section, donc comme je vous disais, j'ai essayé de structurer un peu comme si j'avais à faire un mémoire de physique. Donc, je commence avec mes notions de physique. Donc, je présente les bases théoriques nécessaires à la compréhension du projet, des intégrations de maison B en K, pipi et KKK, qui sont des particules composées de 2 quarks. Et mes notions que je présente, c'est le modèle standard, ce qui est très connu en physique des particules. Une grande page Wikipédia là-dessus. Matrice CKM qui est ici. Donc, comment expliquer que les quarks vont changer de saveur, un peu comme dans la désintégration radioactive. Donc, pourquoi est-ce qu'on a de la désintégration radioactive? C'est parce que les quarks ils changent de saveur. L'historique des évidences expérimentales, c'est ma petite touche expérimentatrice parce que j'ai fait une maîtrise en physique expérimentale. Paramétrisation de Wolfenstein, gros mot pour dire qu'en remaniant les termes dans ma matrice, ici, on arrive à extraire une forme de triangle et donc cet angle gamma, l'angle temps recherché, qui pourrait expliquer pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière dans l'univers. Donc, c'est un peu tout ça que je raconte dans cette première préambule-là, en plus d'avoir fait un encadré bleu pour vulgariser ce texte-là. Ensuite, deuxième section, là, je rentre dans le vif, dans les résultats. Là. Donc, mon but, c'était de créer une méthode d'analyse qui allait pouvoir permettre de mesurer l'angle gamma à travers des désintégrations de particules qui sont composées de 2 quarks vers 3 particules. Et avec ça, je peux le transformer en équation comme ça. Et à partir de ça, ce qui est mon modèle théorique, quelqu'un qui a des données expérimentales peut les rentrer là-dedans, puis venir après ça, dans d'autres équations, extraire le fameux angle gamma, donc que je vous présentais en page couverture. Maintenant, pour faire ça, je l'ai fait en anglais, parce que j'ai adopté un peu la convention. J'ai voulu le faire d'un type un article en anglais, pour me rendre compte que finalement, tout le monde qui allait le lire était francophone. Donc ça, j'ai eu une discussion là-dessus dans ma thèse. Je l'ai rédigé aussi en langage LaTeX. Ça, écrire ça en Word ou en OpenOffice, c'est infernal. Donc, les physiciens ont leur propre logiciel de traitement de texte qui est LaTeX, qui permet d'écrire les équations vraiment joliment, toutes les numérotées automatiquement, mais ça fait que tout le reste aussi. Donc, la partie ethnographique, j'ai dû la traduire en LaTeX. Donc, j'ai comme été un peu coincée dans le comment je rends ma thèse. Et pour moi, c'était vraiment important de le faire en LaTeX. Après ça, pouf, un premier niveau d'analyse. Donc là, je commence à faire mon petit transfert, glissement vers la communication. Donc, j'analyse ce que j'ai fait à partir des stratégies épistémiques de Karine Pinard-Cetina.
Karine Pinancettina, en 1999, a publié une étude sur un laboratoire de physique des particules. Et elle a dit, voici comment on sait ce qu'on sait dans un milieu donné. Et ça, ce sont ces stratégies épistémiques. Donc, moi, j'ai un peu découpé chacune des étapes de mon projet en physique que j'ai fait. Donc, en ces étapes-là, donc la mise en contexte et la justification du sujet, l'appropriation de la méthode, le calcul des amplitudes et la mesure de l'angle gamma. Et à ces étapes-là, j'ai essayé d'y associer des stratégies épistémiques. Est-ce que j'ai validé? Est-ce que j'ai fait une contre-validation? Est-ce que j'ai justifié? Et donc là, une des stratégies qui ressort, qui n'était pas nécessairement là dans les études en expérimental, mais qui est plus du côté de la théorie, parce que mon projet était vraiment papier-crayon, c'était le rabattement, qui était en fait la façon de résoudre le problème. Et donc, je fais la traduction ici. Connaissez-vous un problème similaire? Nous pouvons difficilement imaginer un problème complètement nouveau et différent de tout problème résolu auparavant. Si un tel problème pouvait exister, il serait insoluble. Alors, lors de la résolution de problèmes, nous tirons profit de problèmes résolus auparavant, utilisant le résultat ou méthode ou l'expérience acquise en les résolvant. Donc, pour faire ma méthode d'analyse, pour faire mes équations, il fallait que j'ai un bagage d'expérience d'avoir résolu d'autres problèmes similaires, puis me dire, en ayant ces outils-là, je peux résoudre ce nouveau problème qui m'est donné. Cependant, je ne le savais pas ça, je l'ai trouvé en faisant l'analyse après coup que j'ai fait de mon projet. Donc, pour petit scoop, je me suis sentie extrêmement impostrice. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Comment je ne réussis pas? Pourquoi je ne réussis pas? Mais auparavant, encore, je glisse l'analyse encore plus en profondeur. Là, j'ai fait une analyse sur les objets. Tu sais, je garde une certaine distance. Je dis, voici mes étapes de mon projet, voici les stratégies qui y sont. Puis là, bang! Je tombe dans une analyse de l'identité. Comment je me suis sentie? Comment j'ai réagi? Comment j'ai maintenu une identité physicienne? Parce que là, j'apprenais plein de choses dans le département de communication. Je faisais des méthodes qualitatives. Puis là, on me voyait comme on me disait, attention, tu es une latour en devenir, là. Ben, peut-être pas, là, je suis peut-être un individu, puis c'est pas parce que je fais des sciences sociales que je suis un latour en devenir. Donc, on m'étiquetait comme, on ne savait pas trop comment m'étiqueter, jusqu'à temps que vers la fin de ma thèse, ben, je devienne une spécialiste en équité, diversité et inclusion. Là, j'étais un peu casée, ça allait bien, mais tout ce moment-là, je perdais mon identité physicienne, on ne me regardait plus comme une vraie physicienne, la personne qui a fait un doc en physique, la personne qui a fait de la recherche. Ça a été vraiment lourd. Puis j'en ai fait une mini bande dessinée où un peu, je dis, ben, je vais en communication pour résoudre la sous-représentation des femmes en sciences, essayer de rendre les milieux plus inclusifs, parce que moi, je suis un peu sortie de là, mais j'aimerais ça que les autres réussissent. Donc, créer un meilleur environnement pour celles qui vont venir ou celles-là qui vont venir. Et donc, j'ai encore plus creusé profondément. Ça a été très intense émotionnellement d'aller avouer que je me suis sentie imposteur pendant que je faisais mon projet de physique, d'aller dire pourquoi c'est le cas. Mais en même temps, en faisant ce travail-là, j'ai pu reconstruire une identité, j'ai pu comme être en paix avec moi-même, puis reconstruire mon identité. Fait que ça a été un processus extrêmement positif par la fin. Et donc, ça, c'est mon chapitre qui a combiné physique et communication. Donc, j'ai vraiment fait comme un gradient, comme vous le voyez, je pars de physique, puis je tire vers une analyse qualitative. Et donc, c'est vraiment la petite fenêtre que je voulais vous montrer là-dessus. Somme toute, dans la thèse, j'ai plusieurs contributions, beaucoup empiriques. Donc, comme je vous l'expliquais précédemment, d'axer sur l'observation rendait ça intéressant pour les membres de mon comité qui étaient en physique et pour les personnes de la communauté en physique. Donc, c'est la seule ethnographie de milieu scientifique effectuée par une physicienne. Et donc, ça me permet de détailler des processus qui sont même à l'intérieur des individus. Et puis, vraiment, cette thèse-là m'a permis de détailler les facettes identitaires. Donc, je n'étais pas juste physicienne, je n'étais pas juste étudiante, parent, étudiante personne de deuxième génération. Donc, comment est-ce que ma confiance en mes habiletés en physique peut s'effondrer puis se reconstruire, ce qui est un peu ce que j'ai présenté dans ce chapitre-là. Après ça, mes contributions théoriques, comme je vous le disais, j'ai vraiment creusé profondément dans mes identités, donc j'ai pu voir plusieurs cycles de travail identitaire. Puis
enfin, du point de vue méthodologique, ben, je pense avoir réussi le pari audacieux, difficile d'avoir fait coller une thèse qui combine deux manières très différentes de produire de la recherche. Et j'ai assumé un positionnement engagé. Et j'essaie d'inspirer plusieurs de mes collègues en physique de faire de même, d'assumer un positionnement engagé, que ce soit environnemental, social ou féministe. Ces contributions-là, je les adore, mais celles que j'aime encore plus, c'est celles qui ont été sur moi-même. C'est une thèse très égocentrique et je l'assume. Donc, mes contributions personnelles, ben, ça a été mieux me comprendre dans ma complexité et mes rapports avec mon environnement, en particulier celui de la physique. Et puis, j'ai agi selon mes valeurs, dont celle de rendre les milieux scientifiques plus inclusifs et réflexifs. Puis, je continue dans cette voie-là. Tant que je pourrais faire ça, je vais être bien heureuse. Et j'ai beaucoup d'étudiants et étudiantes qui viennent me voir, qui ont lu ma thèse, puis disent « Ah oui, ça me parle, puis ça me fait du bien. » Donc, tant que je peux continuer à rendre un monde meilleur, ben, je me sens vraiment bien. Donc, c'est un peu peut-être quétaine, mais c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. J'espère que j'ai été assez courte pour qu'on ait du temps pour discuter, parce qu'il y a plein d'aspects que j'ai le goût de discuter à propos de ma thèse. Merci. Merci, Myriam. Donc, je vais remettre ici la caméra pour le bénéfice des gens aussi qui sont à distance, qui pourront... Ah, voilà, pour toi aussi, on va avoir les applaudissements. Comme ça. On peut arrêter le partage aussi. Hein. Ah oui, je vois ici. Puisqu'on y est, ben déjà, j'invite les gens en salle s'il y a des premières questions qui se posent, puis on prendra celle de la salle. Oui, allez-y. Oui, c'est une question un peu provocatrice peut-être, mais on parle souvent de greenwashing. On a même parlé à certains moments de pinkwashing pour l'LGBT, les entreprises qui mettent le drapeau gay pour présenter tout ça. Est-ce que les efforts pour avoir plus de femmes en STEM, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui existe aussi que les entreprises ou les initiatives se présentent comme très un espèce de signalement de vertu, là, est-ce que ça existe quelque chose comme le STEM washing? Si tu veux, je t'invite à venir ici comme ça. Les gens à distance pourront te voir aussi. D'accord, j'ai la gigote, mais je vais essayer de rester là. Donc, ben, il y a deux éléments. Oui, ben, j'aimerais ça répondre de deux manières. Donc, oui, il y a beaucoup d'initiatives, puis là, j'en ai parlé vraiment vite, mais tu sais, des initiatives pour attirer, retenir et former les femmes en sciences, ça fait comme plus de 40 ans qu'il y en a. Puis, on est encore à parler d'atteindre la parité en sciences. Donc, c'est quelque chose qui se parle, mais qui ne fonctionne pas tant, mais que oui, il y a un intérêt à vouloir le faire pour bien paraître ou pour le recrutement des universités. Si on peut avoir des nouveaux groupes qui viennent dans nos programmes, les universités seraient bien satisfaites. Maintenant, sur les enjeux de diversité et d'inclusion, il y a quand même eu une poursuite à la Commission des droits de la personne concernant les chaires de recherche du Canada qui ont imposé un discours de diversité et d'inclusion et des normes et des quotas à atteindre en termes de diversité et d'inclusion. Donc, il y a comme un aspect légal qui est comme rentré là-dessus. Et puis donc là, il y a une pression de l'université par en haut, puis vous devez en avoir entendu en parler en tant que chercheur qu'il faut maintenant faire des déclarations de diversité et d'inclusion dans nos demandes de projets de recherche. Puis moi, c'est moins, ben, ce côté-là m'intéresse bien, mais c'est vraiment le côté militant. C'est en tant que personne marginalisée, on va avoir plus tendance à s'impliquer ou à créer un milieu plus inclusif pour nous-mêmes. Puis c'est ce travail dans l'ombre qui m'intéresse. Fait que, oui, il y en a sûrement du ADI washing, ça oui, pour les femmes en sciences, peut-être, mais c'est pas... Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail dans l'ombre qui fait des changements concrets, mais qu'on n'a pas, on met pas de l'avant nécessairement parce que les groupes marginalisés, ben, sont marginalisés par définition. Tu l'observes quand même. Tu vois qu'il y a quand même des progrès concrets, là, malgré peut-être des initiatives qui sont un peu de façade. Oui, tout à fait. Moi, quand je suis rentrée en physique en 2009, ce qui se disait envers les étudiantes n'est pas ce qui se dit en ce moment. Donc, il y a vraiment des choses qui ne se disent plus et qui sont plus tolérées. Merci. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question ici. Oui, en salle. Il y a pas mal d'invités selon laquelle la majorité en sciences est une question importante. J'ai une question pour savoir
est-ce que la question de la parité en sciences doit véritablement être l'enjeu au progrès de la science, de l'évolution des connaissances? Est-ce que vous dites cette question-là? Oui, donc je suis passée très, très vite sur cet enjeu-là, qui est en fait une très, très bonne question. Donc, est-ce que oui ou non, d'avoir un groupe diversifié ou paritaire change la science qu'on produit? Puis ça a été un gros différent avec mon directeur en physique et ma directrice en communication, parce que pour moi, c'est clair que des groupes diversifiés vont, ou diversifié, ça peut être diversité de parcours, de discipline, mais aussi d'expériences vécues. Donc, moi, je rentre tout dans l'expérience vécue. Pour moi, oui, on ne va pas poser les mêmes questions de recherche selon nos expériences vécues. Puis un des exemples que je prends dans ma thèse, c'est Vera Rubin, qui était dans les époques des années, soit, là, je ne veux pas dire les mauvaises dates, mais on va dire entre 60 et 80, juste pour être sûre, qui voulait faire son projet de doctorat et elle se rendait compte qu'en tant que femme, qu'elle allait avoir un enfant, ne pouvait pas nécessairement aller sur les projets les plus top, qu'elle a décidé de travailler sur quelque chose d'un peu moins connu, les pulsars, aller en Australie, faire des radiotélescopes, puis elle a finalement fait une méga découverte dont elle n'a pas eu le prix Nobel parce que c'est son directeur qui l'a eu et blablabla. Il y a plein de mécanismes de pression structurelle. Mais tout ça pour dire qu'elle-même, elle dit dans sa biographie, j'ai choisi ce projet pour telle raison et je pense vraiment que même en physique, et ça c'est très radical, et je suis contente de pouvoir le dire ici parce que je n'ai pas pu l'écrire, même en physique, la façon dont on choisit les projets de recherche, c'est selon nos expériences vécues, notre positionnement, puis ce qu'on considère en tant que société qui est important et dans lequel on peut mettre des ressources. Donc, on n'a pas des ressources infinies, il faut cibler des projets, et donc, ces projets-là que l'on cible, il y a un choix, il y a une subjectivité associée à ça. Et si on change la composition des gens qui décident quels sujets vont être amenés, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des différences dans les choix qui vont être, dans les sujets de recherche qui vont être privilégiés. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Alors, est-ce que, j'aimerais ça si on nous honorait à distance d'une première question de la journée qui nous parviendrait d'un participant sur Zoom. Si ce n'est pas le cas, on aura peut-être le temps pour une dernière en salle. Mais je vais quand même passer quelques secondes si quelqu'un est gêné qui décide. Challenge. Ben oui, non, mais c'était un défi. Mais bon, c'est pas grave, on se comprendra plus tard. Est-ce qu'il y a une dernière question qui proviendrait de la salle avant qu'on passe à il va falloir se chicaner. S'il y a quelqu'un d'autre. J'en prie, bien. Une question rapide. Jusqu'à quel point, vous mentionnez Nal Cetina, jusqu'à quel point il y a d'autres chercheurs, chercheuses en STS, par exemple Karen Barrett, qui est féministe, physicienne, etc., qui ont pu influencer votre travail? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de mentions, mettons, de ce cadre-là? Mais pour la taille, j'imagine qu'il y en a d'autres. Vous ne travaillez pas en vase clos dans ce sens-là. Oui. Tout à fait. Donc, oui, ce que j'ai beaucoup aimé initialement, c'est que ma thèse tournait autour de Karine Clan-Cetina et de Joanne Martin pour le côté ethnographique. Ce côté STS, bien évidemment, Sharon Trawick avec son Beam Time and Lifetime est une grande inspiration. J'ai beaucoup d'autrices. C'est toute la littérature des féministes épistémologiques, Longino, Harding, Haraway, j'en passe dessus un petit peu pour situer le contexte. Et puis, comment dire, puis c'est particulier parce qu'il va y avoir autant dans les gens que je cite des personnes qui sont des physiciennes qui écrivent pour la cause des femmes en sciences, mais autant aussi des philosophes puis des personnes en sciences de l'éducation. Mais j'en ai moins du côté, par exemple, de la communication. C'est un que je voudrais vraiment mentionner qui est sorti vers la fin du dépôt de ma thèse, c'est Data Feminism d'Ignacio Ecklein, qui pour moi est la prochaine étape. Donc, dans mes recherches, si je peux passer à la prochaine étape, j'adopterai tous les préceptes de Data Feminism qui sont comment avec nos données. C'est moi, je pose le problème, je dis il faut changer la manière dont on fait la science. Et là, elle donne la grille de lecture de comment avoir une analyse des données de manière féministe. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment très inspirationnel. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Merci pour cette présentation, Myriam.